Bon, bah, rebonjour à ceux à qui j'ai déjà dit bonjour et bonjour à ceux qui nous rejoignent progressivement. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est le deuxième mardi de Démoclès, hein. J'ai entendu un bruit, mais j'ai pas compris. Il y a Je quelqu'un qui pense que apparaît. c'était un micro non coupé. Un micro non coupé. Ok, d'accord. Bon, bah, je reprends alors. Donc voilà, notre premier mardi de Démoclès a été un grand succès. On a eu beaucoup de retours de la part des participants. Ça a été un succès grâce à nos intervenants qui ont partagé des retours d'expérience concrets sur le diagnostic PLD et sur son utilisation dans les chantiers de démolition aussi grâce à vous tous, hein, les participants, grâce à toutes les questions enrichissantes que vous nous avez envoyées pendant et après auxquelles on espère avoir répondu. Donc aujourd'hui, vous êtes très nombreux, hein, vous avez le nombre de participants, on avait plus de 200 inscrits. Bon, bien sûr, il y en a toujours qui ont peut-être quelques contraintes de dernière minute, mais là, je pense qu'on a déjà dépassé la barre des 100 connectés. Majoritairement toujours des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, diagnostiqueurs, entreprises de travaux et autres acteurs qui sont concernés. Donc, c'est cette chaîne de valeur du bâtiment sur laquelle on travaille dans Démoclès depuis le départ, qui est notre conviction que c'est en travaillant ensemble qu'on ira vers de meilleures pratiques sur les chantiers de démolition et de réhabilitation en matière de gestion de nos déchets. Alors, le thème de ce webinaire, après le diagnostic PMD et comment prendre en compte le diagnostic PMD dans la rédaction des documents de marché, maintenant, il faut qu'on regarde la suite de la chaîne des acteurs, notamment les entreprises de travaux, quelles pratiques, quelles stratégies, quels outils, comment déployer des bonnes pratiques sur le chantier pour atteindre les objectifs qui sont fixés par le maître d'ouvrage sur la base d'un diagnostic de qualité. Voilà, on est convaincu dans Démoclès depuis le départ que une multitude de solutions opérationnelles sur le chantier nous permettrait de mieux valoriser les produits, les matériaux et les déchets, et que cela démarre dans le chantier avec l'entreprise de travaux. Et donc, c'est pour ça que dans notre ordre du jour aujourd'hui, nous avons des intervenants de qualité qui viennent du monde des entreprises de travaux. Donc, nous commencerons par Natacha Menu. Donc, elle est responsable QSE chez Île-de-France Démolition. Elle va nous présenter un REC sur les nombreux chantiers de démolition auxquels ils ont participé au vu de la création du futur village olympique par la Solidéo. Ces chantiers avaient une ambition forte en matière de prévention et valorisation des déchets, et notamment en matière de réemploi. Voilà. Puis nous aurons Marine Barbeau et Srimali Fonseca de Bouygues Bâtiments Île-de-France qui vont présenter la démarche zéro déchet ultime mise en place sur le chantier des hauts bâtons à Noisy-le-Grand. Emmaüs Habitat, qui est le maître d'ouvrage de l'opération, est représenté par Renaud Roubaud, qui partagera avec nous son vécu, lui, en tant que maître d'ouvrage de cette opération. Point logistique très rapide, comme l'a dit Éléonore, tous les micros sont coupés. Vous pourrez les réactiver individuellement pour prendre la parole, pour poser des questions. Pour cela, il faut lever la main. Vous avez les petits smileys là où vous pouvez cliquer pour demander la parole. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. On s'occupe de les relayer en live dans la limite du timing qu'on a. Et si on n'arrive pas à répondre à tout le monde, on recueillera toutes ces questions. On essaiera de vous répondre par mail ultérieurement. Donc, pour information, le webinaire, il est enregistré. Il y a un replay par la suite. Ce sera diffusé sur notre site web. Voilà, je pense que c'est tout. Je passe la parole à Natacha donc, pour sa présentation. Ça marche, merci Raïm. Bonjour à tous, merci à l'équipe Démoclès de son accueil et de sa proposition pour ce second webinaire. Donc on va parler du chantier du village olympique. Alors du coup Éléonore, je veux bien que tu enchaînes. Merci. On va avoir un petit couac là-dessus. Donc je vous ferai d'abord une petite présentation du chantier et de son contexte rapidement. Ensuite on fonctionnera en mode de timeline de l'économie circulaire.
une partie évidemment sur la valorisation des déchets et enfin toute la traçabilité qui a pu se faire sur ce chantier. Donc le village olympique est en train d'être d'abord démoli avant d'être construit sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dans le but donc, des Jeux olympiques de 2024. On est au cœur d'un vrai quartier de vie avec la présence d'un collège à proximité, d'habitation, d'entreprise et la Cité du cinéma pour ceux qui connaissent. Le chantier est un marché public à bon de commande par parcelle, puisqu'on en a un certain nombre. Et nous, IDF Démolition, on a répondu au lot réemploi curage démolition. Le chantier représente un montant global autour de 8,5 millions d'euros. Voilà. Quelques informations. Niveau de l'organigramme de chantier, donc c'est la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, notre maîtrise d'ouvrage. Elle est secondée par une AMO développement durable constituée de NeoEco et de Cycle Up qui forment le groupement Isplex, avec qui on est en lien donc, constant sur le sujet des déchets et du réemploi. La maîtrise d'œuvre, notre lien direct, c'est Arnaud Blanchet chez Omega Alliance, sous-traitant d'Ingerop. Et donc nous, IDF Démolition, on a répondu sous forme de groupement avec le groupe EPC, donc avec Prodemo Ocamat et notre société sœur Sobaten pour la partie amiante. Quelques chiffres. Donc les travaux ont commencé en janvier 2020, se termineront en 2023. On a, comme je l'ai dit, une vingtaine de parcelles à traiter. Ça représente à peu près 9 hectares sur le quartier. Donc on restructure tout, on change tout. On a 60% des bâtiments qui sont déconstruits à l'heure d'aujourd'hui, dont un hôtel, des bureaux, un gymnase, une résidence étudiante, une école, un hangar de stockage, beaucoup. On a environ 30 à 50 ouvriers qui travaillent sur site chaque jour que pour la déconstruction. Et enfin, en contrainte supplémentaire dans le quartier, on est en coactivité avec le lot VRD qui nous suit de très près sur chacune des parcelles qu'on libère. Alors, sur ce chantier, je gère principalement la partie réemploi. Donc, c'est bien là-dessus que je vais appuyer. Donc, à savoir que dans l'appel d'offres auquel on a répondu, il y avait évidemment un CCTP dans lequel on avait déjà des pré-diagnostics de réemploi et une charte environnementale. Donc, on savait déjà un petit peu dans quoi on s'engageait. Ces pré-diagnostics ressources étaient réalisés par l'AMO, Isplex, et permettaient de fixer un premier inventaire avec tous les produits réemployables qu'ils avaient pu inventorier. Donc, il a été réalisé en avance et souvent en site occupé, avec les contraintes que ça impose par la suite. Donc, nous, derrière, par chance, on a obtenu le marché. On a signé la charte engagement au niveau des entreprises de travaux. Et donc, on a pu s'engager. Si, vas-y, Léonore. C'est bon. C'est bon. On a pu s'engager donc sur les objectifs fixés dans le marché, notamment donc on avait un objectif de délai et le second objectif soumis à pénalité était un objectif de réemploi et de valorisation des déchets non dangereux qui est fixé à 90%. Vu l'ampleur de ce chiffre, notamment de la partie réemploi qui était quand même très, très impressionnante, on a décidé de s'appuyer sur un sous-traitant qui s'appelle Bacassia, pour pouvoir gérer toute cette partie, enfin nous aider en tout cas à gérer cette partie-là. À savoir que tout ce qui est déchets dangereux et terres excavées sont exclus de ces objectifs. Donc ils sont présentés un peu sous cette forme, comme le tableau que vous pouvez voir. Donc par exemple, donc c'est un objectif par parcelle et par filière et en masse. Donc chaque produit a une masse estimée et trié dans des filières type plomberie, CFO, aménagement extérieur, intérieur, etc. Et l'AMO Isplex a décidé de fixer, par exemple, pour la plomberie, 50% de la masse estimée dans le diagnostic doit être réemployée.
Donc, à la suite, en suivant la signature du marché et au fur et à mesure que les parcelles ont pu être de plus en plus accessibles, Isplex a réalisé les diagnostics ressources définitifs, actualisés avec les produits restants. Et sur cette base de diagnostic ressources, nous, entreprises de travaux, avons réalisé nos DQE, qui comprennent toutes les parties curage, démolition, installation de chantier classique. Et sur la partie réemploi, elle était présentée de cette manière-là, où on avait une ligne avec un prix pour une dépose soignée pour réemploi et une ligne avec une dépose curage classique. Et donc, nous, entreprises de travaux, selon les diagnostics ressources définis en avance, on a choisi de mettre les quantités selon la faisabilité et les prix fixés. Suite à ça, on a pu évidemment échanger avec l'AMO et avec la MOA sur le coût et la faisabilité des déposes. Et donc vraiment rentrer dans un échange entre tout ça. Et, puisque certains produits ne peuvent pas être déposés soigneusement malgré ce qui peut être imaginé pour des contraintes de délai, de stockage, etc. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, donc on échange et derrière, suite à ces échanges, évidemment, validation et émission du bon de commande. Suite à l'émission du bon de commande, nous, entreprises de travaux, on prend possession du site. Et c'est là que le plus important, on va dire, commence. Et depuis en fait 1 an où on est sur le site, on a mis en place un contre-inventaire de réemploi que l'on réalise avec notre sous-traitant. Puisque quand on arrive dans la parcelle, on découvre un site qui n'est pas exactement le même que celui visité par l'AMO au moment de la réalisation de son diagnostic ressources. Il peut y avoir des produits qui ont été retirés puisque les occupants précédents ont pu partir avec. Et on découvre des fois de nouveaux produits qui ont été oubliés ou qui n'étaient pas visibles au moment des premières visites. On met aussi en place cette visite forcément avec quelqu'un de technique en curage pour regarder la faisabilité de la dépose soignée. Et on prend en compte, bien évidemment, la commercialisation et les opportunités sur le marché de l'occasion, puisque tout n'est pas revendable, puisqu'il y a des produits qui se vendent neufs à très bas prix, donc il n'y a aucun intérêt à les vendre sur le marché de l'occasion. Et donc, on réalise un contre-inventaire que l'on va proposer à l'AMO et à la MOE pour qu'ils puissent le valider et le prendre en compte vis-à-vis des objectifs initiaux. Et donc réajuster nos objectifs par la suite. Donc tout ceci se produit évidemment en collaboration étroite avec Bacacia et avec de nombreux échanges. Ensuite, une fois que ce contre-inventaire est fait, eh bien on lance nos équipes sur le terrain et ils commencent toujours par s'occuper de tout ce qui est dépose soignée des produits avant le curage classique. Donc cette dépose soignée, elle nécessite du temps puisqu'il faut travailler bien plus délicatement que pour curer ou démolir. On s'est rendu compte aussi que c'était bien plus efficace d'y dédier du personnel formé, c'est-à-dire qu'on essaie de reprendre toujours les mêmes compagnons pour ce travail-là, qui prennent l'habitude de travailler avec un tournevis plutôt qu'avec une masse. Et bien dans toute cette période-là, hélas, on arrive quand même de temps en temps à avoir de la casse, puisque je prends un exemple très bête, une cloison vitrée par exemple, on a des petites baguettes qui entourent nos panneaux. Ces baguettes, elles peuvent être juste clippées, et dans ces cas-là, on tire dessus et tout vient, il n'y a pas de problème. Et une fois sur deux, en fait, elle est aussi collée par sécurité, et donc là, quand on tire dessus, eh bien, on arrache tout le revêtement. Et donc, le produit, il est plus revendable. Donc, ça fait partie des aléas qu'on peut avoir lors de cette phase-là, hélas. Alors, quelques exemples
de curage entre une dépose soignée et un curage classique. Alors, si on part sur un radiateur en dépose soignée, et je dirais même en curage classique, un radiateur, il est facile d'accès puisqu'il est en général à hauteur d'homme. On le purge s'il est à eau. On va découper les tuyaux d'arrivée et de sortie et on le prend, on le déclipe et on le pose sur la palette. Et notre radiateur, sa dépose soignée est faite et il est prêt à être vendu. Si je prends du faux plafond, en revanche, là déjà, il va me falloir souvent un échafaudage pour pouvoir me déplacer et monter au plafond. Sa manipulation va être délicate parce que ça va souvent, selon la matière dans laquelle est fait le faux plafond, les dalles, elles risquent de s'effriter. Il faut des gants propres, alors qu'on est quand même sur un chantier de curage-démolition souvent poussiéreux, mais là, il faut des gants propres pour ne pas faire de traces dessus. Et mon stockage va se retrouver en carton et non pas en palette en vrac. Et tout ça, ce n'est que pour les dalles de faux plafond. Derrière, il reste encore les rails. Et les rails qui sont en général en alu sont clippés les uns avec les autres. Et les petits clips se tordent très facilement. Donc à déposer tout ça, c'est quand même pénible. Et ça prend bien plus de temps et donc de coûts. Alors qu'un faux plafond en curage classique, selon les capacités évidemment, on peut partir sur une dépose mécanisée. Et dans ces cas-là, c'est la machine. Alors là, moi, je ne vois plus rien. Éléonore, je ne sais pas si. Oui. Ah, merci. Merci. Donc, sur une dépose mécanisée où ça va être la machine qui va venir tirer en hauteur les dalles de faux plafond, faire tomber un peu tout ça dans les règles, bien sûr, de sécurité, mais ça va tomber assez facilement au sol. On va mettre en place un ramassage mécanisé aussi avec des petits bobcats au godet. On va trier les dalles d'un côté, les rails de l'autre et avec un petit bobcat et son godet, on envoie ça en benne et c'est réglé. Et là, on n'a pas besoin de 15 personnes, de tri, de palettes, de cartons, etc. On prend une petite machine et c'est vite fait. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des produits qui sont très efficaces, on va dire, en dépose soignée, et d'autres qui le sont moins. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais de réemploi de faux plafond, hein, pas du tout. En revanche, il faut vraiment se poser la question du coût que ça prend et du temps que l'on a devant nous pour le faire. Donc, une fois qu'on a déposé soigneusement et conditionné nos produits de réemploi, on ne va pas les garder comme ça ad vitam aeternam. On cherche donc à les commercialiser, à les vendre. Donc, ça, c'est vraiment la partie sur laquelle on s'appuyait avec Bacacia pour pouvoir réaliser cela. La Solideo a fait le choix que les recettes des ventes soient au bénéfice des entreprises de curage pour nous encourager à adopter cette méthode et à prendre part et à jouer le jeu. C'est quelque chose qui doit être fixé dès l'appel d'offres, puisque ça a un petit impact financier quand même. Derrière, dans toute cette partie-là, on a toute la mise à jour des quantités qui se fait très régulièrement, puisqu'on a tout l'apport des déposes qui sont faites au fur et à mesure, et les ventes qui viennent en face, qui arrivent aussi petit à petit. Et donc, on fait aussi évidemment un retour très très régulier à Isplex, notre AMO, pour notamment suivre nos objectifs au plus près et statuer sur certains aléas de produits qui ne se vendent pas, de produits que l'on n'arrive pas à déposer, ou bien on a découvert une nouvelle ressource, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc, on alerte et on communique énormément avec eux. Donc, tous les produits en attendant d'être vendus et récupérés par les clients sont stockés. On va y revenir un tout petit peu après. Et une fois le stockage réalisé et qu'on n'a plus de place pour stocker ou plus de temps et que le bâtiment doit être démoli, on envisage toute la partie don aussi et les valorisations de chacun des produits selon les filières, on va dire, plus classiques de traitement des déchets.
Donc sur la partie stockage, donc on a eu la chance sur le chantier de la Solidéo de pouvoir créer des showrooms éphémères. On en a créé en tout 3, 3 à ce jour. Donc on mobilise certains bâtiments du site qu'on arrive à faire plus après. Donc on a commencé le curage, mais on ne les démolit pas. Et donc on stocke tous les éléments de réemploi dedans. Et on crée de grands Castorama, de grands Ikea, ce qui permet quand même beaucoup plus d'efficacité de gestion du réemploi. Notamment, la première chose, c'est le niveau sécurité de toutes les visites. On est quand même en pleine pandémie, donc ça nous a quand même bien freiné dans les ventes. Mais de cette manière-là, on ne mélange pas les visiteurs avec les employés qui curent et qui démolissent nos bâtiments. Donc, on n'interrompt pas les travaux, évidemment, puisque ce n'est pas eux qui gèrent, c'est d'autres personnes. On allonge le temps de vente possible sans bloquer l'avancée des travaux et sans, du coup, perturber le planning de curage-démolition. Et on conserve mieux les éléments puisqu'ils ne sont pas exposés à la poussière et aux aléas de chantier classiques. Alors, en revanche, il faut de la place. Donc, cette place-là, on l'a un certain temps, mais on ne l'a pas toujours. Et il faut du personnel qui soit dédié puisque ce n'est pas forcément exactement sur le même site que le reste du chantier. Et puis, il faut le ranger, il faut étiqueter. Et selon le site trouvé pour faire un showroom de cette manière, il faut parfois aussi carrément mobiliser des camions. Et donc, il y a un certain temps et un coût de transport et de manipulation et de logistique. Quelques exemples de revente. Donc là, en photo, on voit qu'on a des radiateurs, on a des éléments électriques, on a des distributeurs de serviettes, de papier humains dans les toilettes. Des choses qui fonctionnent bien, c'est vraiment les parties électriques, à partir du moment où les produits ne sont pas trop obsolètes. Et du coup, ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qui va être luminaire non LED, des radiateurs hydrauliques, la moquette foncée, souvent c'est un petit peu plus dur à faire partir. Et il faut savoir qu'on a quand même une certaine saisonnalité où en ce moment, clairement, les radiateurs, on ne va pas les vendre. En revanche, un système de clim, ça va être bien plus facile à l'approche de l'été. Donc on a notre showroom avec notre revente de matériaux, mais en parallèle, comme je le disais, le curage, il va continuer. Il avance, il se fait. Le curage, il se fait de haut en bas, en général, dans le bâtiment, autant que possible. Mais ce n'est pas non plus la règle d'or, puisque ça va dépendre de nombreuses choses. Ça dépend du contexte, de la place que l'on va avoir dans le bâtiment. Des fois, on commence par le rez-de-chaussée pour pouvoir se faire de la place, pour pouvoir trier et stocker nos déchets. Ça dépend aussi des moyens d'évacuation. Est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on peut faire une trémie ou pas? Est-ce qu'on utilise les ascenseurs qui fonctionnent ou pas? Et ça dépend évidemment de toute la coactivité. La plus importante dans la partie curage-démolition, c'est la coactivité avec les entreprises de désamiantage qui du coup bloquent certaines zones et donc toutes les zones dans lesquelles on ne passe pas et on ne travaille pas pour l'instant. Donc le tri se fait sur les plateaux du bâtiment. On le voit par exemple là en photo où on a un petit stock de bois, de ferraille et de verre. Donc on trie au maximum, on essaye de séparer les tas selon la place dans les pièces pour que ce soit un tri le plus simple possible. Et derrière, on envoie en benne au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on entre dans une phase d'évacuation, on décide d'évacuer tout le bois. On prend tout le bois de tous les étages que l'on a et on le descend. Puis on passe à la ferraille, puis on passe aux dalles de faux plafond, etc., etc. Et au moment de cette mise en benne, nous, dans la partie réemploi, on se pose quand même la question à chaque fois de savoir si on n'a pas des produits dans notre stock de base de réemploi pour lesquels on n'arrive pas à les vendre, on n'arrive pas à les donner non plus. On voit que ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de touche. Et bien d'un coup, on se pose la question à ce moment-là de savoir si on les évacue en même temps ou pas, avec accord de l'AMO sur le sujet. Et puis évidemment, une fois le curage fait, le bâtiment vide, donc plus de déchets de curage, plus non plus
d'éléments de réemploi, eh bien, on attaque la démolition du bâtiment qui engendre de nouveau d'autres déchets différents. Donc, comme je le disais, on trie évidemment tous les déchets par type. Sur notre chantier, il est demandé aussi qu'une photo de chaque benne qui sort de site soit faite. Le but étant vraiment de réduire au maximum les bennes de déchets mélangés. Et on évacue autant que possible vers des filières adaptées. Par exemple, donc là, on a une benne de laine de verre qui part chez Isover. On a fait partir du faux plancher vers Mobius. Pour ceux qui connaissent, on essaye de trouver des filières les plus adaptées pour éviter tout ce qui est DIB et traitement, on va dire, d'enfouissement classique. Et enfin, gros point aussi sur ce chantier, c'est qu'on a une valorisation de l'ensemble des bétons qui est faite in situ, donc qui nécessite en amont un tri important, mais qui permet derrière de réutiliser toutes ces ressources qui sont déjà sur place. Enfin, donc, toutes ces ressources qui viennent de nos bâtiments bien en place sont toutes tracées. Donc, comme je disais, on fait un retour hebdomadaire du réemploi, on fait un retour mensuel en général sur l'évacuation des déchets. On transmet les photos du réemploi de toutes les récupérations qui peuvent être un peu extraordinaires. On a vendu un escalier, on vend des portails, on vend de tout. Donc tout ça, des fois c'est un peu impressionnant les logistiques qu'il faut mettre en place pour récupérer. On a mis en place une fiche de traçabilité, soit pour chaque vente ou chaque don. Donc là, vous avez la fiche de traçabilité de don qui est en place, qui est en photo, pardon. Avec une première partie sur la caractéristique du composant, donc son nom, à quel corps d'état il appartient, sa quantité, le volume, donc puisque nos objectifs étant en masse, il faut bien qu'on présente un poids, et en bas, le lieu de destination de notre produit. Il permet de voir un petit peu où est-ce que ça part. On n'a pas d'idée de ce que ça devient, très rarement, mais on sait où ça part. On réalise évidemment un BSD pour chaque benne de déchets qui partent, que ce soit en déchets dangereux ou en déchets non dangereux. Le tout est récapitulé dans des tableaux de suivi. Et le tout, donc les tableaux de suivi, les BSD, les fiches de traçabilité, tout ça finit dans le DOE que l'on transmet une fois la parcelle et le chantier terminé. Voilà. Et donc, on avait nos objectifs de base. On va se retrouver avec une certaine quantité de matériaux réemployés. Et donc, il faut faire le rapprochement puisque, comme je l'ai évoqué au début, on a un risque de pénalité. Donc ça, c'est le tableau qui est réalisé par notre AMO. Donc, c'est le tableau brut de sortie d'une de nos parcelles. Alors, si on reprend, parce qu'il est un peu complexe à la vision telle qu'elle, quand on reprend, par exemple, la première ligne de plomberie, donc notre objectif de filière en masse était de réemployer 50% de tous les éléments identifiés initialement. Initialement, a été identifiée une masse de 0,05 tonnes et nous, on a, par rapport à ce diagnostic initial, atteint 0% de ces 0,05 tonnes identifiées. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments identifiés, on n'a pas réussi à les réemployer pour diverses raisons, casse ou autres, invendables, etc. En revanche, dans la partie orange, dans la partie de groupement, on a quand même réussi à réemployer dans la ligne plomberie 0,01 tonnes d'éléments qui n'étaient pas identifiés initialement, mais que nous, on a trouvé en plus. Donc, notre pourcentage, nous, avec les propositions, donc avec ce qu'on a proposé comme élément en plus qui n'était pas dans le diagnostic initial, on a atteint un objectif de 22%.
Donc voilà, donc on a dans notre colonne, voilà, juste sous la flèche, ça a été bien mise. Il n'y a pas de souci. Les objectifs, les pourcentages que l'on a atteints vraiment par rapport au diagnostic initial. Donc globalement, on est à 68% de réemploi des éléments initialement diagnostiqués en tout début de parcelle. Et réellement, eh bien, on a réemployé 96%, puisqu'on a trouvé d'autres éléments que l'on a pu rajouter au diagnostic, qui compensent ce que l'on n'a pas réussi à conserver. Et donc, au vu de ces chiffres et de ces aléas, puisqu'on ne part pas sur quelque chose de propre, on va dire, dès le début, la Solideo a fait le choix de valider nos objectifs au global et non pas par filière, parce qu'on voit bien que par filière, c'est compliqué et que c'est pas toujours tout rose, et qu'il y a il y a des filières que l'on a pu identifier qui initialement ne l'étaient pas. Et donc, globalement, les entreprises de travaux, que ce soit Prodemo ou IDF Démolition, on a joué le jeu du réemploi et donc ils ont décidé de valider nos objectifs tels quels. Parce que si on parle en tonnes, initialement ont été identifiés 8,12 tonnes d'éléments à réemployer et on en a réemployé réellement 7,76. Donc 96% pour cette parcelle. Donc, globalement, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même beaucoup de recul, enfin de plus en plus de recul sur la valorisation des déchets, des filières adaptées, qu'est-ce que le tri, etc. Mais que sur le réemploi, c'est encore quelque chose de très récent. Et donc, c'est quelque chose qui nécessite, quand on décide de faire du réemploi sur un chantier, une implication très forte de tous les acteurs. Que ce soit de la MOA jusqu'au compagnon sur site, parce que le compagnon, on ne lui demande plus de travailler avec une masse, mais bien de travailler avec un tournevis. Et il ne faut plus qu'il détériore partout où il passe, puisque tout peut être réutilisé. Ça nécessite forcément de l'anticipation, parce qu'il y a tous les diagnostics à faire, et des états des lieux, et des inventaires. Une réactivité pour faire face aux aléas à chaque instant de chaque produit, selon qui décide. Après, l'entreprise de travaux peut avoir tous les droits de faire ce qu'il veut, mais bon, en général, ça ne se passe pas très bien comme ça. Et donc, une adaptabilité, une flexibilité quotidienne sur le sujet. Et un point quand même que je trouve très, très important, c'est que c'est là où il faut vraiment se rendre compte, c'est que les compagnons en curage, ils font plus la même chose pour faire du réemploi. Et donc, ils doivent acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça prend un peu de temps que l'on n'a pas toujours. Mais je pense qu'au fur et à mesure des mois et des années à venir, je pense qu'on va vraiment se tourner de plus en plus vers un nouveau métier. Puisqu'apprendre à déposer, comme je disais, ils prennent un tournevis, ils vont prendre une petite clé et ils ne vont plus avoir leur marteau-piqueur et le bobcat pour tout casser. Donc voilà. Alors maintenant, à vos questions. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup Natacha pour cette présentation et qui confirme bien qu'il y a le temps du diagnostic et ensuite il y a le temps du chantier et qu'entre les deux, des choses peuvent se passer. Mais ça montre aussi quelque chose de positif. On sait tous qu'un chantier, c'est plein d'aléas et que là, les aléas que vous avez rencontrés, vous avez pu les transformer et plutôt en tirer un bénéfice en matière de réemploi. Donc, ça montre quelque chose quand même de positif. Donc, la première personne qui a levé la main donc j'essaie de tenir l'ordre des questions. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'on va réussir à répondre à tout le monde. Donc, Éléonore, tu sonneras l'heure de fin des questions. Donc, la première personne, c'est Léa Allet qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez, parce que je n'ai pas vu votre question sur le chat, vous pouvez prendre la parole, activer votre micro, vous présenter et poser votre question. Bonjour, non, pardon, c'est une erreur. C'est une erreur. Excusez-moi. Excusez-moi, je décroche. Ok, d'accord. Bon, alors je reprends dans l'ordre les questions et elles sont très nombreuses. Donc, Barbara Chollet qui nous demande, pourriez-vous nous donner des exemples comparatifs d'ordre de grandeur de coût entre dépose soigné et curage classique, s'il vous plaît, en pourcentage de surcoût bénéfice? Alors,
Aujourd'hui, le réemploi, de manière générale, c'est quand même quelque chose de rarement rentable en soi. C'est rentable quand on prend en compte la partie objective de toutes les certifications. Ça, c'est clair et net. Si je prends un coût en dépose soignée, en général, c'est au moins 3 fois supérieur à un curage classique. Pardon. Pas de souci. Ouais, on est autour de 3 fois, ça peut monter à 5 selon où est situé l'élément. Hein. Enfin, je pense par exemple à des éléments qui sont en toiture, tout ce qui va être CVC qui est en toiture nécessite tout de suite une grue, donc forcément un coût qui est complètement différent de celui d'un curage classique. D'accord. Alors, je passe. Et ceux qui souhaitent poser leurs questions eux-mêmes, surtout n'hésitez pas à activer votre micro et à vous exprimer. Moi, j'avance là. Antonio Garcia, l'ancesseur, combien de temps cela a pris entre le début de réalisation du DQE et la validation de l'AMO? Alors, ça prend en général bien 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il faut prendre en fait élément par élément. Alors ça dépend aussi de la surface du bâtiment et de l'ensemble du diagnostic ressources. Enfin, après, il y a aussi tous les aléas d'échange, on va dire classiques sur les prix d'installation de chantier, de démolition de curage. Si je parle vraiment en termes de réemploi et de ces lignes spécifiques, il faut bien compter 15 jours, 3 semaines, parce qu'il faut reprendre tout le diagnostic ressources détail par détail, reprendre chaque ligne et justifier les uns avec les autres le pourquoi on a décidé de faire 10 radiateurs et pas les 20, pourquoi on décide de faire 3 portails et pas le 4e, etc. Alors après, tout dépend dans quel degré on cherche à rentrer aussi dans le détail et une justification. Mais ça peut prendre du temps. Du temps, oui. N'hésitez pas à réagir par rapport à ceux qui ont eu des réponses. Si ça repose d'autres questions, vous avez le droit d'activer votre micro et d'intervenir. Donc, Marine Barbeau qui nous demande comment les entreprises peuvent accéder aux matériaux, qui charge, qui fait la logistique de ces showrooms. Est-ce que les entreprises rentrent avec leurs camions et leurs transpalettes pour charger? On est vraiment là, on est vraiment dans la logistique chantier là. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop rentrée dans cette partie-là. Eh bien, en fait, ça dépend de ce qui charge et du contexte et de là où est le chantier. Nous, c'est vrai qu'on a réussi jusqu'à maintenant à avoir assez de place sur la parcelle et sur les parcelles. Donc, en général, ils rentrent leur camion à l'intérieur du chantier, sauf dans le cadre des showrooms. Donc là, on rentre dans la partie sécurité. Donc, il faut que les gens arrivent équipés. Ou sinon, nous, on les équipe avec casque, gilet, chaussures. Il faut que leur véhicule il soit dimensionné avec ce qu'il reprend. Ma remarque est bête, mais je vous assure que quand on voit arriver une Clio qui a déjà fait toutes ses courses de la semaine et qui veut encore prendre 60 mètres carrés de parquet, je ne sais pas où elle le charge, mais elle ne repart pas avec son parquet, la petite dame. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais je vous assure que les gens, ils réfléchissent pas quand ils achètent, ils réfléchissent pas à ce que ça représente. Donc en général, ils récupèrent sur site. Le chargement, nous, on essaye d'avoir au maximum achètent, ils chargent eux-mêmes, mais en général, on est toujours obligé de les aider. Et c'est pour ça en fait que ça mobilise souvent une ou deux personnes, un ou deux compagnons qui est à côté, où on l'arrête dans sa tâche pour pouvoir gérer cette partie-là. Alors nous, pour compenser un peu cette partie-là, on a mis en place des calendriers et des jours de récupération. Les gens, ils viennent pas comme ça à l'improviste. Ils prennent rendez-vous. Moi, je suis sur place, du coup. Donc déjà, ils ont un seul interlocuteur. Comme ça, s'ils sont en avance en retard, ils n'embêtent pas à faire 4 coups de fil avec notre chef de chantier. Et derrière, si je peux, j'aide moi à charger. Et si c'est pas moi, j'appelle un homme fort. Mais on sait que le jeudi, nos récupérations, c'est le jeudi. On sait que le jeudi, on a toujours un ou deux gars qui nous aident à charger à droite. Disons que la petite dame qui vient avec sa Clio a certainement plus l'habitude d'aller dans une surface commerciale où on va lui proposer un service de livraison. Donc, il y a aussi une éducation du consommateur
vis-à-vis du Même réemploi sans- à faire. Même sans ça, Rim, sa voiture, elle pouvait même pas prendre les planches. Qui que ce Oui. soit qui les mette dedans, les planches, elles ne rentraient pas dans la voiture. Donc, c'est pas possible. Alors, ensuite, toujours sur cette question de showroom, on nous pose la question, c'est Frédéric Gers. La publicité, voilà, pour visiter le showroom, auprès de qui et quels sont les acheteurs? Alors, nous, toute cette partie-là a été faite via Bacassia, notre sous-traitant. Donc, eux, ils ont une marketplace, ils vendent en ligne, et c'est eux qui se sont chargés de la communication, d'envoyer dans leur réseau un petit mailing. Nous, évidemment, entreprise de travaux, on a fait aussi notre petite pub auprès de nos réseaux. Sachant qu'on était en période de Covid, clairement, on n'a pas non plus cherché à avoir une pub monstrueuse, puisqu'en tout cas, on ne pouvait pas accueillir trop de monde. Et c'est à chaque fois, on l'a fait sur rendez-vous pour pouvoir jongler avec le flux de personnes et pas avoir trop de gens à la fois. Oui, Rim, vas-y. Non, j'allais dire. Rim, pardon, vous avez 2 questions de Ramdam Balé et de Léa Alès qui ont levé la main depuis un moment et qui sont à la limite de la crise de. Moi, je fais dans l'ordre les questions. Alors, Léa Alès, je vous ai donné la parole au début. Vous avez dit que c'était une erreur, votre main levée. Donc, si vous avez une question, vous pouvez prendre la parole ou baisser la main. Et Monsieur Ballet, sa question, elle est dans le fil de discussion, à moins qu'elle soit plus urgente que celles qui sont dans le fil de discussion. On allait y arriver. Allez-y. Alors, je pense que juste pour faire le timekeeper, on va prendre une dernière question pour pouvoir laisser le temps donc, à Bouygues Bâtiment Île-de-France d'intervenir derrière. Oui, mais on va peut-être essayer de regrouper quelques questions. Je vais regarder le temps que Monsieur Ballet pose sa question. Oui, bonjour à tous. Donc, Ramdan Ballet de l'EPF Île-de-France. Moi, j'ai une question sur la garantie qu'on doit mettre sur le chantier pour s'assurer de la traçabilité des matériaux vendus au CD à titre gracieux et pour savoir qu'ils seront bien réemployés plus tard. Faire le bilan justement de l'économie circulaire sur le chantier en globalité. Mais ça, c'est ce que j'ai un petit peu dit, en fait, c'est que nous on revend le produit dans son intégralité, c'est-à-dire que la dalle de faux plafond, elle va être entière, elle va être réutilisable comme ça. Si demain, il n'a pas envie de le réutiliser en dalle de faux plafond, mais qu'il veut le réutiliser pour s'essuyer les pieds en paillasson, c'est son choix, et on n'a pas de visu là-dessus, réel. Je sais que Bacassia, eux, essayent d'avoir un retour en faisant des petites photos de avant-après, avec le produit avant qu'on le dépose nous et après quand il est reposé chez l'acheteur. Mais c'est quelque chose de ponctuel. Et on n'a pas de visu là-dessus, quoi. En gros, le bilan, vous le faites quand vous avez vendu à Bacassia et non pas une fois que lui a cédé à d'autres prestataires. Voilà. Alors, non, attention, nous, on ne vend pas à Bacassia. Hein. C'est nous qui vendons, c'est Bacassia qui nous aide à vendre. Mais oui. C'est nous qui vendons. Les produits continuent à nous appartenir et c'est notre responsabilité à nous. Bacassia n'est qu'un intermédiaire de revente. Mais donc après, nous, on sait que c'est revendu à telle personne. Bacassia travaille à 99%, je crois, avec des sociétés, non pas des particuliers. Mais donc, on sait que c'est revendu à telle société, mais pas pour le pourquoi, on ne le connaît pas. Ok, merci. Alors, rapidement, Éléonore, moi, mais il y a 3 questions qui se rejoignent un peu et où il y a beaucoup de pouces levés, donc ça montre qu'il y a sur ces questions. C'est les questions assurantielles. Comment avez-vous réglé les problèmes d'assurance sur les produits non normés puisque réutilisés? Pour les dons, avez-vous un cadre juridique, notamment pour ne pas engager votre responsabilité? Et avez-vous réalisé des ATEX, appréciation technique d'expérimentation, à quel moment du chantier? Voilà, je pense que toutes ces 3 questions renvoient un peu au fait que dans l'emploi, on passe un produit à un autre détenteur et il y a une question de responsabilité. Donc, comment vous avez géré toutes ces questions de responsabilité dans le cadre du réemploi? Alors,
Nous, dans le réemploi, on revend un produit tel qu'il est. Il n'a aucune garantie. Nous, quand on prend le bâtiment, le luminaire LED, a priori, s'il était installé, c'est qu'il fonctionnait. On a fait en sorte de le conserver dans le meilleur état possible, de ne pas le détériorer. On n'a pas la garantie qu'il fonctionne. Donc ça, après, c'est aussi pour ça qu'on est passé par Bacassia, c'est aussi pour gérer toute cette partie-là de service après-vente. Hein. Voilà. Je prends l'exemple, on va dire peut-être plus parlant d'une porte coupe-feu. Nous, c'est sûr qu'à partir du moment où on la dépose, elle n'est plus coupe-feu. C'est clair que la personne qui vient récupérer une porte et qui dit « Ah ouais, elle va me servir de porte coupe-feu », moi, je leur rappelle que non. Alors oui, elle ressemble à une porte coupe-feu, mais comme elle a été démontée et qu'elle va être remontée ailleurs, il n'y a pas de garantie au niveau de son assurance que ça fonctionnera. En revanche, nous, on s'engage sur aucune assurance, sur aucune garantie. Il n'y a pas il y a rien de tout ça. C'est vraiment... Alors, nous, spécifiquement, entreprise de travaux, on ne maîtrise pas le sujet précisément. Bacassia est un peu plus calé là-dessus. Mais voilà, on ne s'engage pas sur... c'est aux clients d'acheter en connaissance de cause. C'est-à-dire que souvent, ils sont plus calés que nous, à savoir si l'élément électrique il est aux normes ou pas. C'est de sa responsabilité. Nous, on ne force pas à acheter non plus ce produit-là s'ils pensent qu'il n'est pas aux normes. Donc, en fait, pour conclure, sur ces questions de responsabilité, voilà, vous avez un partenaire qui est Bacassia, qui n'est pas présent aujourd'hui dans la présentation, et il y a un complément peut-être d'information sur l'assurabilité du réemploi. Donc, à prendre avec précaution les réponses que tu viens d'apporter, Natacha, et je t'en remercie, en disant qu'il y a une expertise qu'a Bacassia pour répondre à ces questions. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions en associant Bacassia. Désolée pour ceux qui ont posé des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais on doit passer à la deuxième partie. La parole était à Bouygues et vous ne resterez pas sans réponse. On reviendra vers vous par mail. Il faut activer votre micro. Bonjour à tous. Je vais me présenter avec Marine Barbeau pour cette présentation. Donc moi, je suis Srimali Fonseca, je suis responsable travaux chez Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social. Et donc, je suis accompagnée de Marine Barbeau, qui est notre responsable sur toutes les actions RSE de l'entreprise chez Habitat Social. Donc, le déroulé de la présentation, on va commencer par une présentation de l'opération précisément de Noisy-le-Grand, la démarche zéro déchet ultime, les leviers qui nous permettent d'agir et le suivi et l'avancement de la démarche. Donc pour commencer, l'opération de Noisy-le-Grand, les Hauts-Bâtons, c'est une opération assez conséquente d'envergure, de réhabilitation en milieu occupé de 884 logements. C'est une rénovation énergétique de 25 millions d'euros sur 4 années pour le compte d'Emmaüs Habitat. C'est une opération en conception, réalisation, entretien et maintenance et qui a été faite en groupement avec Technova, DDA, Exedix et CET pour la partie technique. Et la partie maintenance est faite avec De Richebourg. Donc, c'est une opération aussi qui obtient le label BBC Rénovation. Et on a démarré les travaux en juillet dernier. Donc, la démarche zéro déchet ultime, c'est une démarche interne qui a été initiée par Bouygues Bâtiment France-Europe. Et on a 16 chantiers pilotes en France et 2 chez Habitat Social, dont celui de Noisy-le-Grand sur lequel nous intervenons aujourd'hui. C'est une démarche qui a été initiée par l'entreprise, mais qui n'a pas été une demande initiale dans le cahier des charges. Donc, on a été plutôt les pionniers sur ce sujet-là et en tout cas dans ce contexte particulier. Donc, l'idée, c'est de concevoir pour éviter les chutes de matériaux, donc anticiper et agir en amont. Réduire les emballages pour ne pas avoir à les jeter
trier pour mieux valoriser les déchets générés par le chantier et trouver des solutions pour éviter évidemment l'enfouissement. Donc, pour les leviers, je vais laisser la parole à Marine pour qu'elle explique quels sont nos différents leviers d'action. Alors, attention Marine, ton micro est coupé. C'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est bon. Pardon, oui, c'est bon. Pardon. Parce que j'ai en même temps la présentation en écran et du coup, je ne vous vois plus. Du coup, je prends la main sur la partie levier pour agir. Donc aujourd'hui, en fait, comme l'a initialement présenté Srimali, du coup, sur ce chantier, la démarche, on s'est appuyé sur 5 leviers pour agir concrètement. La partie éco-conception, vu qu'on était concepteur, réalisateur également dans le cadre du marché. Le sujet du réemploi. La diminution des emballages avec le travail mené avec les fournisseurs, le tri à la source et les filières de traitement. Du coup, dans cette présentation, on va revenir sur ces 5 points pour vous présenter comment est-ce qu'on a mené la démarche qui est encore en cours aujourd'hui, hein, bien sûr, vu que c'est un chantier sur 4 ans. Sur la partie éco-conception, comme c'est un marché en conception, réalisation, maintenance, on avait la main sur certains sujets, par exemple sur la partie bardage de façade. On a décidé d'habiller le bâtiment avec un bardage de façade qui s'appelle du copanel et qui a été designé par les architectes et calpiné pour permettre de limiter les chutes et de faire fabriquer ces panneaux déjà à la bonne dimension avant de les livrer sur le chantier. De la même façon, les ossatures qui portent ces panneaux, plutôt que de livrer des grandes barres de 4-5 mètres et puis de découper à façon sur le chantier, l'idée étant d'industrialiser ces ossatures pour avoir le moins de chutes possible également sur le chantier. On a également fait le choix de poser de la laine de roche sur des façades en ITE parce que c'est un matériau qui est 100% recyclable. Donc bien sûr dans l'idée de limiter les chutes quand même, mais en se disant, si on a quand même quelques chutes, on pourra recycler cette laine de roche. C'est pour la partie éco-conception. Pour la partie diminution des emballages, c'est un point qui est très important parce que on parle très souvent des matériaux de l'opération dans le cadre d'une réa de dépose en fait de matériaux, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux qui arrivent et matériels qui arrivent sur le chantier et tout ça c'est emballé et suremballé et re-emballé et ça génère une quantité de déchets absolument phénoménale pour très peu de plus-value parce qu'au final, c'est pas ce qui est posé sur le bâtiment à proprement parler ou déposé. Et donc les exemples là qu'on vous a présentés, on a travaillé avec le fournisseur Les Ailes de menuiserie extérieure qui a livré qui livre les menuiseries, non pas sur des chevalets bois, mais sur des chevalets métalliques, ce qui nous permet en fait systématiquement lui renvoyer les chevalets métalliques pour remettre des nouvelles fenêtres dessus et nous relivrer avec les mêmes chevalets les menuiseries et de ne pas jeter tous ces chevalets bois en mode one shot à la benne. De travailler avec le fournisseur Profalux, le fournisseur de stores extérieurs, qui a lui en fait accepter de directement nous livrer les stores sur la palette filmée et non le store emballé de son petit film plastique avec ses petites cales polystyrène, de son carton qui fait tout bien autour, posé sur la palette, le tout filmé la palette. Donc vous imaginez bien quand il faut sortir un store, la quantité de déchets que génère juste l'arrivée d'un store sur le chantier. Même travail en fait qui est encore en cours aujourd'hui avec le groupe Atlantique sur le sujet des radiateurs qui eux pareil arrivent emballés, suremballés avec leur cale et leur cale polystyrène, leur emballage plastique, les cartons, etc. Toutes les notices, une notice par radiateur. Tout ce travail-là, on a mené conjointement avec le groupe Atlantique pour se dire il y a la majorité de toutes ces cales, peuvent être réemployées. En fait, on peut réutiliser les mêmes et on les renvoie à l'usine et on réenquille des radiateurs dedans et on nous renvoie des radiateurs sur le chantier avec les mêmes emballages que les précédents radiateurs déjà livrés.
Idem sur un choix qu'a fait notre entreprise où on est en train de développer ça, une solution de livraison de petits matériels de chantier et outillage où avant on approvisionnait nos chantiers par carton. Et ben, quand vous commandez, vous avez besoin d'un tournevis, de clous, de machin. Tout ça, ça arrivait dans des boîtes en carton. Et ben maintenant, sur ce chantier est en test la suppression de ces cartons-là et remplacement par des caisses plastiques où le livreur repart avec ses caisses plastiques et la fois d'après, il relivre avec des nouvelles caisses plastiques. Autre sujet, donc le troisième levier, le réemploi. On avait un super produit qui, au début, nous a fait un peu paniquer sur la nombre et la quantité de mètres carrés, 12 000 mètres carrés, je crois, de trespass sur l'opération que l'on doit déposer. C'est une matière qui a quand même du potentiel parce que c'est une matière dure, solide, à des grandes plaques. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Naturellement, déjà juste sur le chantier, les conducteurs travaux ont pensé à une première nouvelle vie qui est celle de l'utiliser pour faire nos clôtures de chantier. En première idée. En deuxième, donc ça, il y a une partie de nos clôtures, comme vous pouvez voir à l'image, qui sont faites en trespas, du coup, avec au fond, vous voyez le bâtiment avec les vieux trespas, et puis devant le vieux trespas qui est posé comme clôture. Une autre idée a été de positionner ce trespas sur les balcons une fois le réaménagement terminé pour faire des pare-vues, en fait. Donc ça, c'est en cours de validation, mais c'est une idée de réemploi intéressante. En partenariat avec Tricycle Environnement, on est en train de travailler sur une solution de réemployer ces trespas pour qu'ils en fassent du mobilier en fait à base de ce trespas. Autre petite idée de réemploi, et ça qui est à l'initiative des compagnons sur le chantier, de se dire qu'on a déposé des mètres linéaires d'habillage de façade avec leur support et toutes les équerres de fixation sur la façade, et on va reposer de l'isolation par extérieur et à nouveau des ossatures, donc une bonne partie de ces ossatures démontées et qu'on a pris le temps de démonter soigneusement a été réutilisé pour refixer notamment tous les rails de démarrage des futurs parements de façade. Et dernier sujet, avant de passer la main à Srimélie à nouveau sur les leviers qui concernent notamment la partie tri à la source. Et donc là, on rentre un peu concrètement. Maintenant, on est sur le chantier. On a déjà, on va démarrer du coup le démontage du projet. Et en fait, avant de commencer cette action-là, ce qui est très important, c'est d'identifier quels vont être les gisements, les quantités et les types de matériaux qui vont être déposés et les quantités et types de déchets aussi qui vont être générés par l'opération. Il n'y avait pas de diagnostic déchets ni ressources sur cette opération. Le diagnostic, on l'a effectué en interne Bouygues. On va dire que c'est un diagnostic maison. Hein. On s'est penché sur chacune des quantités. Les cartons, combien est-ce qu'on va en générer à peu près en estimatif en tonnes, le bois, le trespas, etc. etc. Le copanel, c'est des chutes, ça va nous faire générer tant de déchets. Conclusion, on est arrivé à un estimatif de 770 tonnes. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si on arrivera à le tenir parce que le chantier est en cours, mais on suit ces chiffres régulièrement et pour le moment, on est assez proche de nos estimations en tout cas. Je passe la main à Srimélie pour vous parler un petit peu plus concrètement de la partie tri à la source sur le chantier et l'organisation. Alors, du coup, concernant l'organisation sur le chantier, donc comme vous pouvez l'imaginer, le chantier est relativement vaste puisqu'il s'étale sur 48 bâtiments, donc ça fait à peu près 1 km². Donc, on a organisé des points de collecte en pied de chaque bâtiment. Et ces points de collecte sont faits avec des petits box qu'on appelle des géobox. Qui sont plutôt, on va dire, flexibles et qui sont collectés par le prestataire par des petits porteurs au niveau des zones qui sont accessibles par les camions. Donc cela, ça requiert quand même la présence de ce qu'on appelle nous un homme vert, donc une personne qui s'assure de la manutention, du contrôle, de la formation aussi et la sensibilisation de tous les compagnons, la gestion de la logistique et en l'occurrence, dans le cadre du chantier Noisy-le-Grand, on a pris une personne qui est issue de l'insertion validée par Grand Paris Grand Est.
Donc, plus précisément, le tri à la source. Donc là, vous voyez bien qu'on a fait des totems par chantier, enfin par typologie de déchets. Donc tout ça, ça c'est traduit, c'est quand même significatif, mais on a quand même traduit dans toutes les langues, puisque les compagnons qui interviennent sur le site ne sont pas forcément francophones, et donc on a fait des supports assez imagés pour qu'ils comprennent bien. La démarche et l'intérêt. On a aussi régulièrement de la sensibilisation lors de nos quarts d'heure QSE qu'on leur fait de façon hebdomadaire, une sensibilisation sur le sujet. Les contenants sont adaptés au flux et à la quantité, et à la problématique du chantier et de l'espace et des riverains, puisqu'on est en milieu occupé. Donc, vous avez environ 3000 personnes qui transitent sur le chantier régulièrement. Donc là, vous avez des illustrations un petit peu de tout ce qui est mis en place en termes de tri. Donc selon ce qu'on a, par exemple, on avait la laine de verre, on s'est rendu compte que les big bags étaient beaucoup plus adaptés que les géobox, donc on a adapté le contenant au flux et à l'espace. Donc sur la partie curage, comme l'expliquait Natacha tout à l'heure, en fait, l'idée c'est aussi d'expliquer qu'on n'est pas avec une masse, mais plutôt avec un tournevis pour la partie dépose soigneuse plutôt que dans une logique de démolition. Donc tous les déchets qui ont été générés ne sont pas les mêmes sur chaque bâtiment. Donc, on démonte soigneusement tous les éléments et de façon sélective et méthodique pour tous les flux de matériaux à trier pour le recyclage. En termes de communication vis-à-vis des résidents et des riverains, nous avons fait des réunions en pied d'immeuble à chaque fois qu'on démarrait les travaux, vraiment avec des supports assez didactiques pour présenter la démarche aux locataires, mais aussi aux élus et aux représentants locaux, notamment de chez Emmaüs Habitat et de la ville de Noisy-le-Grand. Et on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, une sensibilisation à destination de tous les compagnons et collaborateurs du chantier. En termes de sensibilisation, comme je vous disais, les pictogrammes assez explicites pour expliquer de façon imagée ce qu'il faut et ne faut pas mettre dans telle et telle benne, l'affichage en multilangue, les quarts d'heure réguliers environnementaux. Donc le dernier levier qu'on voulait aborder avec vous pour vous présenter, c'est de travailler, une fois qu'on a identifié tous les flux, qu'on a travaillé sur quel va être quel flux, quelle quantité, à quel moment, parce que ce que précisait bien Srimali, c'est qu'on est en train de faire du curage à certains endroits, on est en train de reposer des façades à d'autres. Du coup, les déchets qui sont générés aux différents endroits du chantier ne sont pas du tout les mêmes au même moment. Il y a un moment où on va démonter toute une façade, on va avoir une quantité de laine, on va déposer 3000 m² de laine minérale. Donc là, la stratégie de contenant pour évacuer cette laine minérale en 3 jours n'est pas du tout la même que une stratégie de dépose de fenêtres où tous les jours, on va déposer un petit peu de fenêtres, un petit peu de fenêtres. Voilà, donc tout ça, c'est à travailler en partenariat du coup après avec les filières de traitement et les prestataires en fait déchets qui vont nous aider à évacuer ces différents flux de matériaux. Pour la partie, donc là j'en ai mis les 5 principaux écosystèmes pour tout ce qui est la reprise des déchets, ce qu'on appelle D3E, électronique et hydrotechnique, notamment sur cette opération, c'est principalement les radiateurs électriques. EcoDrop qui lui est un prestataire déchets qui prend en charge un grand nombre de nos flux déchets non dangereux à évacuer sur ce projet. Je reviendrai un petit peu sur chacun des flux après derrière. Cèdre qui lui travaille sur l'évacuation des flux générés par les bases vie, l'agence du chantier, en fait la partie bureau. Reciver qui est notre partenaire pour le recyclage des menuiseries PVC et volets roulants PVC, et le groupe Chimyrec avec lesquels on est partenaire pour la partie déchets dangereux.
Donc, pour le suivi avancement de la démarche, on vous a fait un petit focus par flux. On n'a pas vu tous les flux, parce que autant vous dire que sur un chantier, quand on commence à travailler, vous avez pu voir sur le diagnostic, il y a un nombre de flux assez hallucinant. Mais en gros, quelques petits focus. Par exemple, le bois qu'on a en grande partie déposé, qui était notamment derrière toutes les ossatures de Trespa, qui étaient les ossatures derrière tout le Trespa. Plutôt que de se dire, on va passer des heures à les découper, à les faire rentrer dans une benne ou dans une box, autant les laisser bien rangés à plat. Et en fait, avec EcoDrop, on s'est entendu sur faire venir des camions. Grappin, c'est avec un grand bras grue. Et puis, ils enlèvent et ils retirent les déchets de bois comme ça. C'est plus facile pour tout le monde. Ça évite 12 000 manutentions et passer du temps en fait à jeter ces déchets-là, sachant qu'on est une matière 100% recyclable en matière pour le coup. En partenariat toujours avec EcoDrop sur le sujet de la laine minérale. Aujourd'hui, on est capable de vous dire qu'on fait du coup du 100% recyclage matière sur la partie laine minérale, parce qu'on arrive à renvoyer la totalité de la laine minérale chez Isover à Orange pour refaire de la laine minérale. Et donc, comme l'a montré Srimali, il se trouve que là, pour le chantier, c'est plus facile de faire en big bag, et de temps en temps, on fait en grande benne, mais souvent, on évacue la laine minérale en big bag. L'avantage énorme qu'on a avec EcoDrop, c'est que EcoDrop, il prend plein de flux différents, mais dans plein de contenants différents. C'est-à-dire qu'il va être capable, avec un petit camion porteur, de prendre quelques big bags de laine, et en même temps, dans le même camion, il va mettre 2 géobox de plastique, et derrière, rentrer une palette avec du Trespa. Et il va partir avec son camion, comme ça, sur le chantier, mais il a les flux triés à l'intérieur de son camion qui transporte tous les déchets. Ça, c'est un énorme avantage. C'était aussi pour cette solution qu'on a choisi d'être accompagné par eux sur ce projet. La partie avec écosystème sur la prise en charge du déchet des 3E, comme je vous le mentionnais, où là, on est à 80,5% de recyclage matière. On n'a pas commencé la phase de dépose des radiateurs, donc je ne peux pas encore vous faire de Rex, mais on a estimé quand même 77 tonnes à évacuer de radiateurs. Voilà. Et là, l'exemple, c'est que écosystème nous donne des conteneurs. Donc, ce n'est pas à nous de trouver les conteneurs où on avait acheté nous-mêmes les big bags et les géobox dans lesquels on envoie les déchets pour EcoDrop. Et bien, dans le cadre de écosystème, c'est écosystème qui nous fournissent les conteneurs fils, c'est des genres de grands racks en grillage, en fait, dans lequel on vient mettre les déchets qui leur appartiennent. Ce sont des racks qui appartiennent à écosystème. Et après, du coup, ils prennent les déchets et les ramènent chez eux. La laine de roche, on voulait vous présenter ce sujet-là parce qu'on était parti initialement dans l'idée de super, ça se recycle à 100%, on n'aura aucun problème avec la laine de roche. Il y avait un petit bémol auquel on n'a pas pensé et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'impossibilité de recycler cette laine. Et c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette expérience. C'est qu'on a traité la mise en place des différents revêtements de façade nouveaux à poser à plusieurs sous-traitants différents. Et on n'a pas pensé leur demander à tous d'acheter la laine de roche au même endroit. Donc, du coup, on a plusieurs fournisseurs de laine de roche sur cette opération qui est très étendue. Et du coup, on a un mix de plusieurs laines de roche issues de différents fournisseurs. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à recycler cette laine de roche. Si on n'avait eu qu'un seul fournisseur, on aurait pu voir avec le fournisseur pour la reprise. Mais en l'occurrence, là, pour le moment, on travaille toujours sur le sujet du recyclage de la laine de roche pour essayer de trouver une solution. C'est uniquement les chutes, pour le coup, laine de roche, vu que c'est le produit neuf qu'on pose sur les façades. Pas comme la laine de verre où on dépose des quantités qui étaient l'ancien revêtement sur la façade. La partie menuiserie PVC, qui part, elle, en grande benne de 30 mètres cubes, parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile. Ça part chez Reciver, c'est broyé, il sépare le flux de verre, le flux du PVC. Le PVC, c'est refondu, ça refabrique des profils PVC. Et le verre, c'est refondu et ça fabrique des bouteilles de verre. On est à 92% de recyclage matière sur ces produits-là, en partenariat avec Reciver, du coup. L'étanchéité, ça c'était aussi pour vous faire un petit point, où quand on a pris le marché
conception, réalisation, maintenance, il n'y avait pas ce lot-là. C'est quelque chose qui est arrivé après coup, où finalement l'étanchéité n'était pas en pas bon état et qu'il a fallu la déposer. Donc c'est un flux qui est arrivé, j'ai envie de dire, un petit peu de dernière minute et sur lequel on n'a pas pu travailler tant que ça. Pour le moment, on essaye de trouver une meilleure solution que 100% de valorisation énergétique, mais il se pose quand même des grosses contraintes, notamment parce qu'on a la couche bitumineuse sur laquelle est accrochée une espèce de couche aluminium et on n'a pas encore trouvé de solution pour arriver à désolidariser ces deux éléments pour permettre le recyclage de l'étanchéité en matière. Les flux de la base vie, comme on vous disait, où si on veut être exemplaire sur un chantier, il faut aussi être exemplaire dans la base vie. Et aujourd'hui, tous nos compagnons et le personnel d'encadrement trient à l'aide de plusieurs conteneurs dans la base vie, les canettes, les bouteilles, le papier, le verre. Et tout ça, c'est pris en charge par Cèdre, qui est une entreprise qui fait travailler d'ailleurs des travailleurs adaptés, handicapés, et qui est une entreprise adaptée qui fait travailler des personnes handicapées et qui surtrie en fait derrière nos déchets pour les valoriser. Vous avez d'ailleurs à l'écran les principales filières et exutoires vers lesquelles sont envoyés ces déchets. Et la partie déchets dangereux en partenariat avec Chimyrec, où aujourd'hui ils sont capables de valoriser à 90% en valorisation principalement énergétique. Où là, les conteneurs sont encore différents. Tout ce qui est, comme présent, les bombes aérosols, tout ça, ça part dans des fûts cerclés. Donc, c'est encore un autre type de contenant. Et comme on vous précisait au début, chaque contenant adapté aux différents matériaux qu'on cherche à évacuer. Et en dernier point, avant de conclure, on voulait vous dire, comme l'a présenté aussi Natacha tout à l'heure, on suit tout ça de très près. On demande des reportings tous les mois à tous les prestataires qui évacuent nos déchets pour arriver à compiler tout ça avec des tableaux de bord et nous permettre de se rendre compte où est-ce qu'on en est, ce qui bloque, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et voilà. Vous voyez d'ailleurs, principalement, l'extraction, elle est à fin janvier, on n'a pas remis à jour, mais la partie verte, c'est déchets mélangés. C'est notamment, principalement, la laine minérale et le trespas. Quand on a débarré le chantier, on n'avait pas d'exutoire pour ces deux matériaux qui étaient en quantité phénoménale. On a mis un petit peu de temps à trouver des filières. Mais bon, le chantier durant 4 ans, autant quand même trouver une filière, même si c'est en cours de chantier. Et aujourd'hui, on arrive à traiter les deux en 100% valorisation matière. Donc ça, c'est super. Donc normalement, cette partie verte va de plus en plus s'amoindrir avec l'avancée du chantier. Voilà. Et pour vous montrer, ça sous forme c'est les reportings réglementaires déchets que nous envoient les prestataires en fait tous les mois avec j'ai enlevé telle benne avec tant de la nature du déchet, le volume, les tonnes, c'est parti vers tel centre avec tant de pourcentage de valorisation matière énergétique et recyclage. Et donc on compile toutes ces infos là pour pouvoir gérer ça en tableau de bord suivi de chantier. Voilà. Emily, je te laisse conclure. Oui. Du coup, je reprends la main. En fait, cette démarche, c'est pour nous quand même un objectif qui est relativement ambitieux à ce stade. Malgré tout, on a réussi à tirer des enseignements, même encore à ce niveau-là, dès aujourd'hui, notamment avec des partenariats fournisseurs un peu ciblés. Nous avons contractualisé avec chacun de nos sous-traitants un additif en fait concernant le zéro déchet. Donc ça, c'est très important dans la partie contractuelle à entériner en amont. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus on agit en amont et plus on identifie nos sources de déchets et mieux on gère cette démarche. Et il y a de plus en plus d'acteurs de toute façon qui arrivent sur le marché et on va vers une réussite complète de cette démarche. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est vraiment dans un accompagnement quotidien et de sensibilisation auprès des résidents du tissu local et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils sont beaucoup plus réceptifs que ce qu'on pourrait penser. Vraiment, on
on est auprès des personnes qui ont besoin qu'on leur explique le pourquoi on valorise ça, et notamment avec le réemploi des garde-corps où c'était un sujet sur lequel on était un peu frileux parce qu'on s'est dit les locataires vont avoir du mal à accepter qu'on mette un matériau réemployé, et finalement pas du tout, ils sont très très moteurs et ils apprécient la démarche. Donc il faut aller au-delà de ces appréhensions et faire en sorte que ce soit un cercle vertueux pour tout le monde. Du coup, on laisse la main à Renaud pour la surconclusion. Bonjour à tous, Renaud Roubaud, responsable de programme pour Emmaüsa. Oui, donc en conclusion de la conclusion, puisqu'il s'agit d'une démarche intégrée chez Bouygues, que nous ne sommes pas à l'initiative, c'est un premier retour, un retour précoce, car c'est une démarche en cours. Ce sera plutôt notre regard de maître d'ouvrage. Nous sommes inscrits par ailleurs dans la démarche de certification globale d'Emoclès, où il s'agit de développer, d'harmoniser nos façons de faire sur ce principe de réemploi, recyclage des matériaux, de sécuriser également nos pièces marché. En gros, c'est d'inscrire ce principe, réemploi, recyclage, dans toutes nos opérations de réhabilitation, de démolition, restructuration, au même titre que ce que nous avons fait lorsque nous demandons une certification ou un label énergétique, ou plus précisément pour l'application des clauses d'insertion. Aujourd'hui, lorsque sur un marché, on demande qu'il y ait un certain volume d'heures qui soit fait en insertion, 6% du volume d'heures, on ne se pose plus la question et on le met en application. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on recherche pour cette thématique du réemploi recyclage. On est balbutiant en la matière, comme de nombreux maîtres d'ouvrage, mais c'est quand même notre ADN, à nous, Emmaüs, qui faisons partie d'un mouvement large dans lequel est présent les communautés Emmaüs, qui sont à peu près diffusées sur l'ensemble du territoire national et qui sont des recycleries, qui récupèrent des objets, des vêtements et les remettent en vente à moindre coût. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que effectivement, nous ne sommes pas à la manœuvre. C'est une démarche qui a été intégrée par Bouygues, mais on peut indirectement en bénéficier en fonction des chantiers. Sur tel chantier, c'est un maître d'œuvre qui nous rappelle que le diagnostic ressources peut être intéressant. Sur tel autre chantier, c'est une association d'insertion qui nous propose de récupérer des montants de fenêtres en bois pour réaliser des piétements de table qui vont servir à meubler ce même foyer. Et là, à Noisy, avec cette démarche, nous souhaitons en bénéficier tout simplement pour avoir un focus lors des réunions de chantier hebdomadaires et puis également essayer d'essaimer, en fait, cette idée d'essaimer auprès également de nos locataires, et on a parlé du Trespa, et à voir comment on va pouvoir mettre en œuvre avec nos équipes de développement social urbain, de DPSU, le Trespa sous forme de mobilier urbain avec des ateliers, avec des enfants et des adultes. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est puisqu'on est en chantier en cours, c'est d'avoir un retour d'expérience sur ce chantier et de le partager. Encore une fois, cette idée d'essaimer, de se tirer vers le haut pour pouvoir améliorer et développer cette thématique de réemploi recyclage. Voilà, j'essaie de faire court. Merci beaucoup. On a débordé, on a déjà prévenu que ça allait déborder légèrement de quelques minutes. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'ai vu que dans le chat, les gens se répondaient entre eux, donc c'est très positif, hein, ça me facilite la tâche. Moi, je retiens un commentaire, plutôt plusieurs commentaires qui saluent ce qui est fait par les deux entreprises qui ont fait leur présentation, aussi bien IDF Démolition que Bouygues, et je tiens à le lire de la part d'Antonia Garcia Lancesseur, mais c'est génial, les traductions, les formations des compagnons, beaucoup d'imagination, de création, cela fait du bien de voir des entreprises qui sortent de leur zone de confort, comme quoi c'est possible. Je pense que c'est très très positif et il y a plusieurs commentaires qui vont dans ce sens. Et du coup, on a entendu donc le maître d'ouvrage Emmaüs Habitat, qui est lauréat de notre appel à projet 50 mètres d'ouvrage exemplaires, confirmer cette volonté d'inscrire cette démarche dans la durée. Mais du coup, question pour Bouygues, cette démarche chantier zéro déchet ultime fait-elle désormais partie de l'ADN du groupe Bouygues Immo, de ses actuels projets de construction-déconstruction, ou bien il s'agissait d'une expérimentation
présentation. C'est une question de monsieur ou madame Garonchet. Ça te va, Stéphanie, si c'est moi qui réponds? Du coup, c'est une démarche aujourd'hui qui n'est pas généralisée. Donc, l'initiative, comme l'a présenté Srimali au tout début de la présentation, aujourd'hui, on a 16 chantiers pilotes. L'idée de cette démarche, c'est du coup de permettre à 16 chantiers en France de faire un peu comme il veut, à sa sauce, un peu carte blanche, essayer de trouver toutes les solutions que vous pouvez dans le but de ne pas enfouir nos déchets. Toutes les idées sont bonnes. Et l'idée, à la fin de ces expérimentations, c'est de partager et de se dire, bon, ça c'est généralisable, il faut qu'on le fasse partout. Ça, c'est trop expérimental, super compliqué, on y a passé une vie, ça a quasiment pas apporté. Ça a gardé sous le coude, mais là, c'est pas mature, faut laisser tomber. Voilà. Donc, c'est pas encore généralisé et Noisy-le-Grand est un des chantiers tests. Ok. Alors, je vois qu'une personne... C'est pas Bouygues Immo, pardon, c'est Bouygues Construction. Je précise juste que c'est Bouygues Construction, c'est pas Bouygues Immobilier. Je vois qu'il y a une main levée depuis le début. Donc, Cécile Vert, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question? Et il faudra activer votre micro pour ça. Ou c'est une main qui a été oubliée. Bon. En tout cas, je tiens à remercier Alvin qui répond dans le Teams, en live. C'est la conductrice sur le chantier qui travaille tous les jours pour justement le zéro déchet et l'application de cette démarche sur le projet. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, une grande partie des questions qui ont trouvé réponse pour les autres, on reviendra vers vous tous avec les réponses à toutes les questions concertées avec les intervenants. Éléonore, je te laisse le point de la fin, de conclusion. Oui. Okay. Juste pour le point de la fin, je voulais aussi déjà dans un premier temps remercier nos intervenants parce que c'est vrai qu'on les a fait bien travailler, ils ont été super réactifs et merci encore d'avoir répondu présent pour le webinaire aujourd'hui. Du coup, pour le prochain mardi de Démoclès, on vous donne rendez-vous le 20 juillet, donc toujours un mardi, sur le même créneau de 13h45 à 15h. Cette fois-ci, du coup, pour continuer dans la logique du déroulé, une fois qu'on part du chantier, qu'est-ce que deviennent nos déchets? Donc, on va vous parler des différentes filières pour recycler le plâtre et les PVC, qu'ils soient rigides ou souples. Donc, n'hésitez pas à noter la date dans vos agendas, d'ores et déjà. Et puis, on vous enverra également le lien, donc toujours sur democles.org, pour vous enregistrer, pour pouvoir participer, qu'on vous envoie l'invitation. Et ce qu'on vous propose avant de se quitter, c'est une petite interaction, comme on l'avait déjà fait la dernière fois. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait proposé de vous connecter sur menti.com. Donc, peut-être que Océane mettra le lien dans la conversation. Donc, vous pouvez rejoindre à partir de votre smartphone ou bien de votre ordinateur. De rejoindre avec le code donc 60 63 19 49 qui s'affiche en haut de mon écran ici. Et de nous dire un petit peu, quel est votre état d'esprit à l'issue de ce webinaire? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses ou finalement vous connaissiez déjà pas mal des éléments qui ont été évoqués aujourd'hui? Est-ce que ça vous a donné envie de déployer des bonnes pratiques sur vos chantiers ou est-ce que vous n'êtes pas forcément encore complètement convaincu? Et si vous avez envie de nous rejoindre du coup pour le prochain mardi de Démoclès qui aura lieu au mois de juillet. Voilà, donc merci encore, merci d'avoir participé si nombreux. Et puis, je ne sais pas, peut-être le temps qu'on laisse un peu les gens... Éléonore, il faudra donner le code pour voter, le redonner le code. Alors, c'est le 60, je vais le mettre dans la conversation, alors avec mon téléphone, hop, 60 63 19 49. Voilà. Est-ce que vous voyez, du coup, j'ai l'impression que, hop, si vous voyez mon écran, pas? Ah non. Hop. Le lien, il est dans le fil de discussion, on peut le remettre. Le lien, on peut le remettre. Et du coup, je vais repartager mon écran le temps qu'on se quitte. Voilà.
Peut-être, du coup, on peut prendre quelques questions. Je ne sais pas, éventuellement, si... Je ne sais pas si tu arrives à partager du coup le vote en live. Vous le voyez pas là, a priori? C'est moi qui ne le voyais pas. Donc, j'ai appris pas mal de choses, c'est bien. Vivement le prochain mardi de Démoclès. Nous aussi, on l'attend avec impatience. Voilà, bon, on voit globalement que quand même, les gens ont appris pas mal de choses. Oui, et les gens sont en train de nous quitter progressivement, ce qui est normal. On a débordé de 11 minutes. On en est sincèrement navré, mais comme vous l'avez vu, les retours d'expérience étaient assez riches et on ne voulait pas on va dire, les sabrer, les PowerPoint. Quand on organise ce genre de présentation, on a tendance à essayer de diminuer les slides et la qualité des présentations faisait qu'on n'a pas voulu les réduire. Voilà. Oui, si aussi vous voulez nous proposer d'autres, effectivement, des thématiques à développer dans nos webinaires, je vois des gens qui nous proposent de faire des focus sur l'ESS, ça peut être une idée, effectivement. N'hésitez pas à nous donner d'autres idées de ce qui vous intéresserait de voir. Oui, il y a eu une question tout à l'heure sur la place de l'ESS dans les compagnons qui procèdent à la dépose. Voilà, on n'a pas pu y répondre. Bon, ok. Je pense qu'on peut peut-être clore, Éléonore, le vote. Oui, je pense. Voilà. Merci de votre participation. Il y a quand même deux qui ne sont pas convaincus. On en prend, on les prend aussi en compte et on vous dit participez avec nous aux prochaines sessions de mardi de Démoclès pour qu'on continue à vous convaincre. Voilà, merci à tous. Bonne journée à tous. Merci pour vos commentaires très positifs. Ça nous encourage, ça réchauffe. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Hop.